Salut à tous, bienvenue sur Catch and Shoot. Aujourd'hui, je vais vous parler des joueurs qui pourraient honorer leur première sélection All-Star Game cette année en carrière. C'est pas compliqué. Cole Anthony, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. C'est tout pour moi. Au revoir, bonne vidéo. Bien évidemment que je plaisante. Bonjour à tous, bienvenue sur Catch and Shoot, la chaîne présentée par un passionné pour un passionné. Et vous l'aurez compris, pas de joueur d'Orlando Magic aujourd'hui, malgré ce que mon hoodie peut laisser penser. Aujourd'hui, je vais vous parler de 12 joueurs qui pourront honorer potentiellement cette saison leur première sélection All-Star Game en carrière. Pourquoi 12? Tout simplement parce qu'il y en a 6 dans la conférence Est et 6 dans la conférence Ouest. Présentation rapidement de ces 12 joueurs qui pourront éventuellement aujourd'hui, durant février, honorer leur première sélection All-Star Game. Et on attaque tout de suite avec un gros morceau et surtout une grosse coupe de cheveux avec Jarrett Allen des Cleveland Cavaliers. Que dire de plus, une saison extraordinaire à plus de 16 points par match, plus de 10 rebonds, plus d'un compte de moyenne, le tout à 70% au tir. C'est tout simplement ses records en carrière, que ce soit au point, au rebond ou au pourcentage au tir. Et c'est surtout la pierre angulaire, le gardien de la raquette, le gardien de ce que vous voulez, le gardien tout court des Cleveland Cavaliers qui sont cette saison la 3e ou la 4e meilleure défense de la ligue, alors que la saison dernière ils étaient que 25e défense. C'est dire l'évolution des Cleveland Cavaliers du moins en défense depuis son arrivée. Il arrive aussi à peser dans le jeu même s'il ne touche pas souvent la balle. Ça peut arriver qu'il y ait des longues séquences où il ne touche pas la balle, mais vu qu'il va beaucoup se battre sur les rebonds, dissuader, contrer, servir des bons écrans pour Darius Garland et à l'ancienne Collin Sexton avant qu'il ne se pète dramatiquement, mais on reparlera de Darius Garland potentiellement plus tard dans la vidéo. Jarrett Allen a toutes les qualités, il a la hype, il a la coupe de cheveux. Oui, ça compte, demande à Ben Wallace. Pour honorer sa première sélection au All-Star Game en carrière cette saison, et je pense que ça ferait kiffer beaucoup de gens, dont moi, ça c'est sûr. Le second joueur de cette conférence est-ce qu'il pourrait honorer sa première sélection au All-Star Game cette saison? N'est nul autre que LaMelo Ball. En vrai, quoi dire de plus? Il y a déjà de base le Star System parce qu'il s'appelle Ball tout simplement. Parce que sur le terrain, il prouve pas mal de choses quand même. Il est en amélioration sur toutes les catégories statistiques par rapport à la saison dernière, pardon. Que ce soit au point, au rebond, la passe, etc. On le voit que quand il n'est pas là, Charlotte, c'est assez compliqué. Néanmoins, quand il y a eu la mauvaise passe de Charlotte, quand il est revenu, ça fait beaucoup de bien. Ils sont, à l'heure où je vous parle, avec un bilan soit égalité, soit positif à l'Est. Ils sont 8e, donc il y a de la place pour le play-in. Il faudra voir ce que ça va donner en fin de saison. Mais il y a quand même beaucoup de signes, comment dirais-je, positifs qui vont dans le sens de LaMelo Ball pour cette saison, pour qu'il puisse honorer sa première sélection All-Star Game. D'autant plus qu'il fait partie cette saison des 2 seuls joueurs à tourner à plus de 15 points, 8 passes, 7 rebonds et 1,5 interceptions par match. Le deuxième joueur, on en parlera dans la partie conférence Ouest. On a parlé de Jarrett Allen, parlons de Darius Garland. Incroyable, ce joueur est incroyable, je me suis retenu de la chaîne, putain il est incroyable, il est vraiment incroyable ce joueur. Depuis la blessure de Collin Sexton, il a complètement pris la même mise de la gestion, du tempo, du scoring de Cleveland. On pensait, et à juste titre, qu'avec la blessure de Sexton, ça allait être un peu plus compliqué. Il y a eu une entente magnifique avec Ricky Rubio avant aussi sa blessure dramatique. Là, il y a eu encore Rajon Rondo qui vient d'être transféré. Donc du coup, tu vas avoir un mec qui a je sais pas combien d'années d'expérience dans la ligue, qui a été champion, etc., qui va chapeauter Darius Garland, qui est déjà excellent cette saison. Il a presque 20 points par match, plus de 7 passes, 3 rebonds, quelque chose comme ça, avec des pourcentages pas trop dégueux, aux alentours des 47%, dont 38% à 3 points. C'est quand même extrêmement correct pour un joueur qui a beaucoup la balle à la main, avec un très bon usage rate, et en plus qui shoot beaucoup. Et on l'a dit, Cleveland tourne bien, c'est très bien avoir joué, il a eu des grosses perfs individuelles, beaucoup de matchs à plus de 30 points, etc. Voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Là vraiment il est en train d'atteindre potentiellement ce qui peut se rapprocher de son pic. Il avance, c'est sa 3e année, il a encore beaucoup de chemin à faire. Mais là vraiment sur cette saison, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Après maintenant le problème c'est qui des deux, s'il faut choisir entre Allen ou Garland, lequel des deux va à l'All-Star Game? Parce que même si Cleveland a un bon bilan, je vois mal les deux partir au All-Star Game personnellement. Après, ça me ferait kiffer de voir les deux. Mais je pense que Garland aura peut-être plus de hype. Il va plus bénéficier que ce soit du vote des fans. Je n'ai pas regardé les votes des fans, donc je ne pourrais pas vous dire où ça en est à peu près. Mais je pense qu'il pourra plus bénéficier du vote des fans, voire celui des entraîneurs, etc. Et puis tout simplement, il est dans la course au MIP cette saison. Donc il y a beaucoup de hype autour de Darius Garland à très juste titre. C'est pas pour rien, avec Jarrett Allen notamment, que Cleveland tourne bien. Donc ce serait une juste récompense qu'il soit All-Star Game cette saison vu ses perfs. On continue avec peut-être l'un, si ce n'est le plus sous-coté de la liste, voire un des joueurs les plus sous-cotés de la NBA selon moi, Fred VanVleet, qui cette saison régale. Il y a eu un très mauvais démarrage de la part de Toronto cette saison, ça va beaucoup mieux. Fred VanVleet fait des perfs de fou.
Astuce TTFL, piquez-le les dimanches quand il joue tôt, il est incroyable. Il m'a fait d'ailleurs au best pick à 2-3 picks. Donc merci Fredo. Le sosie de Drake, comme j'aime l'appeler, a tout pour aller au All-Star Game cette année. En tout cas, si tu dois prendre un joueur de Toronto, évidemment que c'est lui. Il tourne à plus de 20 points s'il passe, il a plus d'une interception, il fait partie des meilleurs défenseurs dans le périmètre de la ligue. Alors qu'il avait aussi l'habitude d'avoir des pourcentages un peu douteux à 3 points, il se rapproche des 40%, je crois qu'il a plus de 39 cette saison. C'est quand même assez important vu le volume qu'il prend, parce qu'il prend quand même pas mal de tirs. Pour l'instant, les Raptors sont en 27, ils sont 7e de la ligue, donc il est complètement dans la course pour l'All-Star Game. À voir après, on sait que la hype, tout ça, ça peut jouer. Il n'y a plus de public depuis un petit moment à Toronto. Je n'ai pas les chiffres des audiences, mais à mon avis, ça ne doit pas être folichon en termes d'audience pour Toronto. Il y a un peu moins la cote depuis que Kyle Lowry est parti, même si je trouve que Fred VanVleet, en meneur titulaire, ball handler, voire première option, fait grave le taf, à la différence de Pascal Siakam qui est un peu décevant. S'il doit avoir un Raptor qui doit aller au All-Star Game, c'est bien lui. Maintenant, est-ce qu'il va y aller? Ça, c'est une autre question, mais Fred VanVleet, sur les chiffres, il mérite grandement sa place. Ouais. Un autre nom dans cette conférence Est et un autre Hornets, Miles Bridges, qui est tout simplement devenu, on va dire, l'option numéro 2/2 bis des Hornets et qui a montré pas mal de choses très intéressantes en l'absence de LaMelo. Il est en augmentation dans toutes les catégories statistiques, il a presque 20 points par match, plus de 7 rebonds. C'est un très bon défenseur, mais ça on le savait déjà, il a des qualités athlétiques énormes et en défense... il fait souffrir les vis-à-vis, il peut aller contrer en deuxième rideau, il est très bon dans les interceptions, il est dur sur l'homme, c'est un bon défenseur du coup. Ça peut jouer vachement dans la balance pour lui. Il a progressé de manière extraordinaire cette saison offensivement, donc presque 20 points de moyenne. Et surtout des pourcentages intéressants, mais les pourcentages intéressants quand LaMelo n'est pas là, puisqu'il tourne à 54% au tir, dont 37% à 3 points, ce qui est assez intéressant pour un gars qui n'était pas nécessairement un shooter naturel en début de carrière, qui là peut s'affirmer comme un shooter assez confiant, ça c'est sûr, mais de plus en plus fiable. Et surtout en plus, il a une bête de hype, c'est une machine à like, c'est un pétard ambulant, ça colle des posters, des comptes, des actions de malade dans tous les sens, les alley-oop avec LaMelo, etc. Maintenant, certes, dans les faits, sur les chiffres, il mérite d'aller au All-Star Game. Mais bon, comme je l'ai dit, bon, déjà, il y a 12 places, c'est quasiment une équipe. Donc, il n'y aura pas les 12 noms qui iront, ça c'est sûr. Et je pense qu'avec la hype et tout le reste, vu qu'il n'a pas ce statut de franchise player que à LaMelo Ball, du moins ce statut d'option numéro 1, je pense que s'il fallait choisir entre un seul Hornet cette saison, ce serait LaMelo Ball. Donc, je pense que Miles Bridges ne passera pas le cut, mais je trouvais intéressant de le mentionner. On peut cependant s'imaginer le voir All-Star Game, mais surtout dans un concours de dunk. Ça, ce serait vraiment lourd quand même. Et on continue avec un joueur que j'aurais pas pensé mentionner cette saison, c'est monsieur Tyler Herro. Quelle saison, tout simplement, plus de 20 points de moyenne. L'option numéro 1 quand, on va dire, les titulaires habituels ne sont pas là, à personne de Jimmy Butler, Bam Adebayo ou encore Kyle Lowry. Il y a eu pas mal d'absences, ça a été assez compliqué en termes de Covid, blessures, etc. cette saison à Miami. On parlera pas de Maurice qui est tout simplement out depuis que Jokic a explosé le dos. Voilà, coïncidence, je ne crois pas. Bref, ça a été une révélation pour sa saison rookie. Tyler Herro, personne ne l'attendait à un tel niveau. Il s'est un peu plus cassé les dents. Il n'a pas mangé un rookie wall, il a mangé un sophomore wall la saison dernière. Il a un peu pris des tirs compliqués. Il s'est peut-être trop surestimé au vu de sa saison rookie qu'il a fait. Il est parti beaucoup, il s'est vu peut-être beaucoup trop haut. Alors après, il y a les sons avec Jack Harlow, tout ça, machin. Ça a eu quand même pas mal de hype. Là, cette saison, il s'est quand même recentré vachement sur le basket. Des pourcentages extrêmement intéressants. 42% au tir, dont 38% à 3 points. Il en prend quand même un petit paquet, que ce soit en sortie de banc ou quand il est titulaire. Il n'a pas peur de prendre les tirs, des tirs de rosta, tout simplement compliqués, des step back, des shoots contestés, ce genre de tirs. On rappelle qu'il a seulement 21 ans et que malgré tout, les absences, etc., Miami est 3e de la conférence Est avec un très bon bilan. Et Tyler Herro, il n'est pas étranger à ce résultat parce que comme l'a dit, Jimmy Butler, certes c'est le franchise player, mais c'est pas le gars qui va mettre 25 points par match. Kyle Lowry, il peut être un second. Il a prouvé que quand Jimmy Butler n'était pas là, les deux, c'est vraiment des capitaines, des généraux sur le terrain, provoquer beaucoup de passages en force, etc. D'ailleurs, au passage, Kyle Lowry, depuis qu'il est à Miami, l'équipe qui provoque le plus de passages en force. Il me semble avoir vu ça sur Instagram. Bref. Mais Tyler Herro a vraiment progressé dans les tirs, progressé un peu dans la gestion, puisqu'il tourne à presque 4 passes par match, qui est assez intéressant. En défense, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais comme je l'ai dit, il a 21 ans. Il a une hype de fou. Là, vraiment, avec le bilan, s'il fallait envoyer un mec du hit, je sais pas. Bon, Jimmy Butler, évidemment, peut passer. Mais est-ce que si on devait envoyer un deuxième joueur du hit, à la place de Bam Adebayo, qui aurait pu prétendre cette place en début de saison, est-ce que ce serait pas tout simplement Tyler Herro qui mériterait d'y aller? Moi, je pense que oui, quand même.
ça va discuter, mais Tyler Hero, attention, hein. On va terminer la conférence Est et on va parler basket, je rigole, avec la conférence Ouest. Et on va commencer avec un dossier qui avait un peu fait tiquer du côté de l'Arizona avec DeAndre Ayton, qui n'avait pas été prolongé, qui n'avait pas pris le max, le super max que vous voulez. Donc il y avait quand même pas mal de discussions à ce niveau-là. Phoenix, entre guillemets, l'a mis au défi, pas officiellement, mais c'était tout comme. Il lui a dit, bon, fais ta saison, si tu sors une sale saison, on te mettra la quicheta et après on verra bien. Et ben, force est de constater qu'au vu du bilan de Phoenix et des stats d'Ayton, ça va discuter sévère pour avoir sa première sélection All-Star Game cette année. 17 points, 11 rebonds, plus de 62% au tir. Il se classe parmi les meilleurs dans la discipline des pourcentages. Il a extrêmement progressé dans les missions défensives, c'est devenu un vrai protecteur de cercle. Il scoltine tous les gros big adverses, Nikola Jokic, Karl Anthony Towns, etc. Le bilan de Phoenix est extrêmement bon, puisqu'ils sont tout simplement second avec égalité de bilan, 30 victoires, 9 défaites avec Golden State à l'ouest. Le petit problème, je dirais même les deux petits problèmes qui vont se poser à DeAndre Ayton pour sa première sélection All-Star Game, ça va être Devin Booker, c'est obvious, et ça va être aussi Chris Paul. Chris Paul qui, même si tous les ans on peut dire ouais mais les cours, les stats, machin, les coachs l'apprécient beaucoup. Je pense qu'il y a grave moins qu'il y soit aussi. S'il faut choisir deux joueurs All-Star Game côté Phoenix, ça sera très certainement Devin Booker et Chris Paul. Je pense que DeAndre Ayton ne passera pas le cut. À voir, il y a des discussions déjà du côté Golden State pour envoyer Steph Curry, Andrew Wiggins, mais je reviendrai plus tard, et Draymond Green All-Star Game. Peut-être ça fera un petit peu beaucoup. À voir si, on va dire, cette pensée, cette réciproque ne s'applique pas aussi côté Phoenix. Donc, je pense que ça va être chaud, mais il fallait quand même souligner la très bonne saison. Je pense qu'il va prendre quand même un petit paquet de pognon cet été, que ce soit Phoenix ou ailleurs. Ça, il y a grand moyen. Il fait une très belle saison, il s'affirme. C'est le troisième larron, le vrai troisième larron de Phoenix, et ils auront besoin de lui en bonne forme, en bonne santé, en pleine possession de ses moyens s'ils veulent aller loin en playoff. Mais il fallait le mentionner parce qu'il a grandement ses chances. Il faudra voir avec les blessés, etc. Le Covid, etc. Parce qu'attention avec le Covid, peut-être que des gars qu'on ne voyait peut-être pas venir, si c'était un peu court pour Miles Bridges par exemple, s'il y a des blessés, il y a grave moyen qu'à un moment donné, ils disent tiens, viens mon coco en remplacement. Ce sera pas impossible. Donc à surveiller le cas de DeAndre Ayton pour sa première sélection All-Star Game cette année. On continue avec l'alpha du Minnesota et je ne parle pas de Karl Anthony Towns, mais je parle bien évidemment d'Anthony Edwards. Le musculeux arrière, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais j'avais grave envie. Le musculeux arrière de Minnesota, des Timberwolves. Saison extraordinaire. 22 points, 5 rebonds, 3 passes, plus d'une interception. Des stats, des alley-oops, des gros dunks, des grosses actions. Déjà des gros posters à son actif, alors qu'il a quoi, 2 saisons, c'est sa deuxième saison, il est sophomore, ouais, comme la Melo. À son actif. Si la Melo Ball est dans la discussion pour sa première sélection All-Star Game, vu la saison que fait Anthony Edwards, c'est impossible de ne pas le mentionner. Donc oui, il est clairement dans la discussion pour avoir sa première étoile cette année. Et à seulement, il a quel âge? À 21 ans, je crois, 22 ans. Il est super jeune, je crois. A few moments later. My bad, je viens de vérifier, c'est un 2001. Il a 20 ans. Donc pour ses 20 ans, il pourra peut-être honorer sa première sélection All-Star Game cette saison. Quand il y a eu les petits problèmes de santé niveau Covid pour Karl Anthony Towns, pardon, c'est lui qui a pris le lead. Il a montré qu'il avait le caractère d'un alpha, qu'il avait comment dire, le sens du jeu d'un alpha. C'est un alpha. Beaucoup faut répéter le mot alpha quand je vais parler d'Anthony Edwards, mais c'est clairement ça, c'est clairement un alpha. Un mec qui a des grosses couilles, un mec qui a pas peur de prendre des tirs de Rosta, qui a pas peur de remettre les gars qui sont déjà en place depuis un certain moment en place. Il a prouvé qu'il pouvait faire des choses sans Karl Anthony Towns. Il a prouvé qu'il pouvait être la première option offensive de l'équipe. Après, Karl Anthony Towns est très bien revenu, mais il y aura quand même question à se poser à un moment donné qu'il faudra mettre l'argent et que potentiellement il n'y aura pas moyen de garder les deux. Qu'est-ce que tu fais à Minnesota? Ça, ce serait une très belle discussion à avoir dans les futures années. Mais Anthony Edwards, vu la saison qu'il fait, vu les stats qu'il a, ça va être compliqué de passer à côté du dossier. Je ne dis pas qu'il va y aller, attention, parce qu'il faudra voir tous les autres derrière qui ont plusieurs sélections mais qui toquent très fort à la porte. Mais à choisir entre des mecs très jeunes qui sont leur 2-3e saison NBA, il y a grave moyen que lui décroche le strapontin. Donc Anthony Edwards, l'alpha du Minnesota, ça c'est un bon blaze, je vais le garder. Alors attention, le dossier que je vais évoquer, ça risque d'être un peu compliqué en termes de bilan, parce qu'on va parler de joueur d'OKC, Shai Gilgeous-Alexander, j'arrive jamais à le dire, je la refais, Shai Gilgeous-Alexander. Oh ta mère, SGA, j'arriverai jamais à le dire décidément, je suis désolé aux fans de Minnesota, tu vois, non, les fans d'OKC. SGA qui mérite grandement aussi sa place, sa première sélection au All-Star Game cette saison. Des stats très intéressantes, très complets. Bon, voilà, il n'y a pas à dire quand il est là et quand il n'est pas là, ça n'a rien à voir au OKC.
Par contre, ça reste pas fameux quand il est là malgré tout, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir étant donné tous les joueurs qu'il a à côté, à part Luguensdorf que j'adore. Bon, c'était gratuit, mais bon, voilà, c'était juste pour mentionner que j'adorais Luguensdorf. Donc, à voir ce que ça va donner pour lui All-Star Game. Le bilan, ça risque de pas vraiment jouer à sa faveur. Système, le Thunder est avant-dernier de la ligue avec 13 victoires seulement. Bon, ça risque vraiment d'être compliqué. Après, individuellement, il n'y a rien à dire pour SGA. 23 points, enfin, il est en 23-5-5, un truc comme ça, avec des pourcentages corrects. Franchement, voilà, à part ce qui joue en sa faveur, c'est le fait qu'il y a vraiment un monde quand il est là et quand il n'est pas là chez le Thunder. Maintenant, le bilan, il est trop catastrophique. Il a pu faire gagner des matchs. Après, il a montré que quand les Lakers, c'est son paillasson, c'est sa maison, ça n'a rien à taper. Donc, à chaque fois qu'il joue les Lakers pour en TTFL, il est trop chaud. Mais là, vraiment, je pense que le bilan, ça va pas jouer pour lui, pardon. Ça va jouer contre lui plutôt. Mais vu les stats, vu l'impact qu'il a dans le jeu d'OKC et vu la manière dont il se comporte, et ça pourrait être même, il pourrait avoir des stats, enfin des pourcentages dégueulasses, à prendre plein de tirs, à faire n'importe quoi. Non, ça reste assez correct. Il a 41% au tir. Il y a quand même de l'amélioration à voir. Par contre, à 3 points, c'est une catastrophe. Il a 21%, je crois une connerie dans le genre. Bon, ça reste un point d'amélioration. C'est qu'au vu de la tournure, enfin, de comment on joue en NBA ces dernières années, il faut un tir à 3 points. Lui, c'est pas encore très fiable, même s'il est capable d'avoir des coups de chaud. Autant pour moi, j'ai vérifié, c'était pas 21, c'était 27,7, donc 28%. Ce qui reste quand même assez faible, très faible. En dessous de 30%, c'est quand même chaud pour un arrière meneur, un mec qui a souvent la gonfle, etc., qui est amené à prendre ce genre de tir. Néanmoins, ça n'enlève rien à toutes les qualités qu'il a, ça n'enlève rien au fait qu'il est intelligent en défense, que ça peut être un très bon leader à l'avenir. Bon, par contre, les gars, il faut vraiment bien l'entourer parce que là, s'il y avait eu quelques victoires de plus, ça aurait pu prétendre à une place au All-Star Game. Et il y a un autre gars dans la discussion qui est dans une équipe avec un bilan un peu bizarre, mais qui pour moi pourrait prétendre à y aller plus facilement vu du bilan, même s'il est inférieur dans les stats. Vous allez comprendre de qui je parle tout de suite. Et je parle bien sûr de Dejounte Murray et je me la pète parce que j'avais annoncé dans la vidéo des 10 joueurs à suivre cette saison que Dejounte Murray était un des joueurs à suivre. Je me suis pas trompé. Il tourne en 18-8-8, un truc dans le genre, c'est fou. Il défend très bien, mais ça, c'était une de ses premières qualités. Il avait des qualités athlétiques, il avait tout pour défendre, il avait le mindset, tout ce qu'il fallait. Maintenant, il est devenu vraiment le ball handler de l'équipe, celui qui distribue, qui fait tout. Que dire de plus, moi j'adore ce mec. Maintenant, le bilan de San Antonio, ça risque d'être compliqué pour lui d'aller au All-Star Game et d'avoir sa première sélection. Vu que les Spurs sont à peu près 15 victoires, 15-24, je crois que c'est ça. Et ils sont 10e de la ligue, enfin 10e de la conférence Ouest. Ça arrive 7e de la ligue, ça aurait été bien, mais ils sont 10e de la conférence Ouest. Ça risque d'être vraiment compliqué pour lui. Après, il faut quand même souligner tout l'impact qu'il a à San Antonio. Il y a clairement une différence quand il est là et quand il n'est pas là, à l'image de SGA. Sauf que lui, en termes de bilan, il a quand même une petite longueur d'avance, même si après, on va pas se mentir, je pense qu'aucun des deux ne sera All-Star Game. Mais à choisir entre les deux, même si Gilgeous-Alexander est très fort individuellement, je pense que personnellement, je penserais plus pour Dejounte Murray, que je trouve vraiment très bon cette saison, qui explose. Alors sans non plus tourner en 30-12 machin, mais qui explose, qui est vraiment très juste dans ce qu'il fait. Alors après, faut pas oublier aussi qu'il a San Antonio et Greg Popovich, que tu es dans un système, dans un style de jeu qui te permet pas de tourner en 25 en triple-double de moyenne. Alors il aurait les capacités de le faire étant donné qu'il a un 18, 19, 8, 8, un truc comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure avec la Melo Ball, c'est le deuxième joueur à tourner en plus de 15 points, 7 rebonds, 6 passes, un truc comme ça. Le tout avec plus d'1,5 interception au tir. Donc vous prenez la stat de la Melo. Il y a un autre gars avec lui, c'est Dejounte Murray. Donc déjà, ça classe déjà le bonhomme, mais ça classe même l'autre aussi. Lui, il a 2 interceptions par match, donc c'est clairement un des meilleurs défenseurs sur l'homme, un des meilleurs défenseurs sur ligne de passe. Il est top 10 défenseur de la saison pour moi à NBA. Faudra voir pour la suite. Je pense quand même que ça va être compliqué. Quand je dis pour la suite, pour le All-Star Game, je pense que ça va être compliqué à cause du bilan, même s'il faut applaudir parce que la saison est quand même assez intéressante et très bonne de Dejounte Murray. Et selon comment ça tourne au niveau des Spurs, attention quand ça risque, si un jour ça doit bouger, ça peut être très intéressant d'avoir Dejounte Murray dans son équipe, je pense. En tout cas, voilà, je voulais souligner toute la bonne saison de Dejounte Murray et le fait qu'il mérite sa place, sa première sélection All-Star Game cette année, même si ça risque d'être très compliqué quand on regarde le bilan des Spurs. Par contre, celui-ci, il n'y a pas de problème. Je mets tout, mon PEL, mon livret A, ce que j'ai dans les poches, pas de problème. Lui, il ira All-Star Game, il aura sa première sélection cette année. C'est Monsieur Ja Morant, titulaire, je sais pas. Avec les guards, Steph Curry, etc., ça risque d'être compliqué quand on voit Klay Thompson est devant plein de gars au niveau des votes. Bref, c'est sûr qu'il va y aller. Que dire? Lui aussi, on avait l'alpha du Minnesota.
Là, on a The Beast from Tennessee. Je sais pas quoi dire, tu vois. Mais genre, voilà, il a encore fait une nuit archi lourde. Il a claqué un compte de bâtard à 2 mains. Le mec a décollé. Il a pris la pièce, là, la fameuse légende de la pièce du billet sur la tranche tout en haut, là. C'est fou. Non, faut qu'il y aille. Arrêtons les bêtises. Il n'y a même pas de débat. Ja Morant, son passage va durer 3 minutes. Il va y aller, vous inquiétez pas. Allez, All-Star Game. Il a des stats de MVP. Il tourne en 24-6-5, un truc dans le genre. Quand il est pas là. Alors, il y a Desmond Bain, il y a Dillon Brooks, il y a, comment il s'appelle, Jaren Jackson Jr. qui arrive à faire le taf. Memphis, c'est sur quoi? 9 victoires consécutives, je crois. C'est une énorme série et il n'est pas inconnu à ça, quoi. Enfin, il n'est pas étranger à ça, Ja Morant. Il a progressé aussi en défense avec plus d'une interception, 1,5 interception, 47% au tir, il me semble. Voilà, il y a encore du progrès à faire au niveau du tir, surtout à 3 points, mais bon, le caractère est là, le côté alpha est là, le côté leader est là. Enfin, le mec est simplement trop fort. Il y a tout, il y a le talent, il y a les stats, il y a le bilan, il y a la hype, il y a la streak. Il y a les highlights, il y a les corners, il y a tout ce que tu veux. Donc, Ja Morant, oui, voilà. S'il faut prendre un mec de Memphis qui est quoi? Ils sont combien là actuellement au classement? Ils sont 4e en 28-14. Pouf, avec l'absence pourtant de Ja Morant, ça aurait été compliqué. Pourtant, ils ont maintenu le cap. Donc, ça prouve que le collectif, l'effectif, etc. de base, c'est solide. Il y a du bon boulot qui est fait. Et au passage, le trade de Jonas Valanciunas, Steven Adams, c'était un excellent move. En tout cas, pour l'instant, ça, c'est indéniable. Ça donne raison. Mais alors, Ja Morant, quand il est là, c'est encore mieux. Je veux dire pire, mais en fait mieux. Donc oui, Ja Morant, voilà, première sélection All-Star Game. C'est un no-brainer. C'est un des rares de cette liste où tu es sûr qu'il va y aller. Donc pour moi, oui, Ja Morant va y aller. Voilà. Et on va terminer cette liste des 12 joueurs qui méritent leur première sélection All-Star Game cette année avec un premier pick de draft. Je parle de monsieur Andrew Wiggins qui s'est totalement réinventé. C'est une renaissance pour Andrew Wiggins du côté des Warriors. Passer de mec qui n'avait rien à battre en défense à pétard ambulant, c'est-à-dire un mec qui pouvait, alors certes, qui avait des grosses qualités athlétiques et qui en gros mettait des carry rides que quand il jouait contre LeBron James, que quand il avait envie d'être dans le bon sens, il pouvait se les sortir du cul et mettre 40 points par match. Là, le mec est devenu tout simplement un des meilleurs défenseurs dans le périmètre, qui peut défendre potentiellement des 4 jusqu'aux 2. Il a les segments, il a le mindset et tout, totalement réinventé. Dans un rôle qui lui sied à merveille. Alors, il faudra voir là avec le retour de Klay Thompson, etc. De 2e/3e option, qui laisse plus le jeu venir à lui. Très bon dans les catch and shoot, très bon dans les corners, très bon, enfin, franchement, il est très bon dans les drives, dans ce que vous voulez. Surtout très bon défenseur. Plus de 19 points par match, une interception, des pourcentages de fou furieux, 49% au tir, 42% à 3 points. C'est fou. En tout cas, le mec, au concours à 3 points, il y a grave moyen qu'on puisse le voir, je pense. Et il y a discussion, mais franchement, je pense qu'il peut y aller. Après, par contre, là, au All-Star Game, la question, c'est si tu envoies 3 mecs, bon, ils ont le bilan de Golden State. C'était la question pour Phoenix. Est-ce que tu peux envoyer 3 mecs? Si tu envoies 3 mecs, on sait c'est qui. Si tu en envoies 2, on sait qui c'est plutôt. Bref, on s'en fout. Si tu envoies 3 mecs du côté de Phoenix, ok. Si tu dois en envoyer que 2, qui tu envoies? Là, c'est la même question. Si tu dois en envoyer 3 du côté de Golden State, déjà, est-ce que Draymond Green doit y aller? Ça, c'est une autre question qui mériterait une autre vidéo. Mais Steph Curry, il va être titulaire, capitaine, tout ce que vous voulez. Ça, c'est obvious, no-brainer, tout ce que vous voulez. Par contre, est-ce que tu envoies potentiellement, alors pas Klay Thompson, parce que même si dans les votes ça va, il faut arrêter les conneries. Klay Thompson, il n'ira jamais All-Star Game, c'est impossible. Voilà, c'est à moins c'est dit. Est-ce que tu envoies Steph et Draymond Green, Steph, Draymond Green, Andrew Wiggins, Steph, Andrew Wiggins ou que Steph Curry? Ça va être vraiment une bonne question à se poser. Mais il faut souligner que voilà, la saison d'Andrew Wiggins, elle est folle. Voilà, même pour la story serait belle. La story d'un mec qui est first pick, qui répond pas, alors qui est pas nul, attention, mais qui répond pas nécessairement aux attentes. D'autant plus que je crois que c'est lui le first pick qui a été trade pour récupérer LeBron Cleveland. Je sais plus, je crois qu'il y avait une dinguerie comme ça, je vais pas dire de conneries, donc vous me corrigerez dans les commentaires, je sais plus. Mais bref, la story d'un mec qui est first pick, qui débarque à Minnesota, qui a attendu pour être franchise, qui n'arrive pas à être franchise, finalement c'est Karl Anthony Towns qui lui passe devant et qui, quand Jimmy Butler débarque, il essaie de foutre le bordel dans la maison, à dire vous n'avez pas de burn, vous êtes dégueu, arrêtez vos conneries 5 minutes, vous irez pas loin. Le mec, il est trade presque dans l'anonymat pour la reconstruction des Wolves, pour mettre Anthony Edwards sur le devant de la scène là-bas.
pour devenir l'alpha du Minnesota. Et lui part là-bas et on ne sait pas trop, est-ce qu'il va être la deuxième option, est-ce qu'il va être dans un rôle à Harrison Barnes, c'est-à-dire à être titu, mais potentiellement face aux d'autres gars du banc, etc. Ou est-ce qu'il va être sixième homme de luxe, etc. Ben non, le mec il est carrément deuxième option offensive. Quand il n'y a pas Klay Thompson, on verra comment ça va tourner, mais alors, en l'état actuel des choses, il est seconde option offensive. Presque 20 points par match à 42% à 3 points. Et c'est un putain de bon défenseur. Je parlais de Dejounte Murray top 10 défenseur cette année. Attention, il discute fort aussi, hein. Bah, pas dans les chiffres. En tout cas, pas sur les contres et sur les interceptions. Mais il discute fort Andrew Wiggins. Donc, Andrew Wiggins, oui, Andrew Wiggins est devenu un très beau shooter, un 3&D de talent. Il fait d'autres choses à côté. Mais franchement, ça fait c'est un 3&D plus. C'est vraiment un vrai lieutenant, un vrai seconde, troisième option dans cette équipe, dans le système Steve Kerr qui fonctionne à merveille. Steph Curry doit se régaler d'avoir un mec comme ça dans son équipe. Il faudra avoir juste l'ajustement maintenant par rapport au retour de Klay Thompson. Donc voilà, il faudra juste voir. Mais franchement, oui, il fallait mentionner son nom dans ce dossier-là. Donc, à voir maintenant s'il va y aller. Le bilan plaide pour lui. Pardon, les stats plaident pour lui. Tout plaide pour lui. Maintenant, il faudra voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, c'était la liste des 12 joueurs qui pourraient potentiellement honorer leur première sélection All-Star Game en carrière cette année. N'hésitez pas à faire un classement si vous voulez dans les commentaires. Il n'y avait pas de classement, c'était juste pour vous présenter 6 joueurs de la conférence Est et 6 joueurs de la conférence Ouest. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à me corriger, il n'y a pas de souci, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on progresse. N'hésitez pas à me dire, vous, quel joueur vous aimeriez voir All-Star Game pour honorer leur première sélection, évidemment, sinon c'est pas drôle. Qui parmi ces deux joueurs vous préférez? Et n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, tout ça. Ciao l'équipe!